Très chers amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous. En ce jour, vendredi, c'est le dernier jour de ce grand talk qui vous tient en haleine tous les soirs de 19h à 20h. Je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous n'évoquerons pas un sujet, même si j'aurais tellement voulu en parler. Ce sont les performances de l'Afrique en matière économique, de belles performances cette année. Plusieurs études ont démontré que l'Afrique superforme en matière économique et cela est de bon augure. Un seul chiffre, 12% d'évolution dans les ventes de smartphones en Afrique, là où on aurait pu penser que les choses allaient se tasser. Et donc, on n'en parlera pas, mais je souhaitais vous en faire un petit clin d'œil. Merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, j'espère que vous allez bien. Ça va. Et chez vous aussi, j'espère que vous portez bien. Il a dit c'est la dernière émission de l'année. Et même de l'année. De l'année, oui. Aujourd'hui, 29 décembre 2023. C'est vraiment un privilège que de faire cette dernière émission et de vous procurer donc toutes les informations nécessaires à votre bien-être et surtout au choix que vous devez opérer. Ce soir, on parlera de politique ivoirienne, on parlera de football. La liste est sortie. La réaction des Ivoiriens vis-à-vis donc de l'absence de Wilfried Zaha, le joueur de Galatasaray. Enfin bref, on en parle avec notre set déjà prêt. Arman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Barry. Bonsoir, et puis notre Christelle. invité est Bonsoir, déjà André. positionné, André. Quoi, Bonsoir, Justin. Bonsoir. les amis. Bonsoir, Bonsoir. Quoi, Justin. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on commence les débats avec vous, juste après ceci. C'est parti pour notre premier sujet, notre première articulation. C'est avec Quoi Justin. Quoi Justin, que vous connaissez, militant actif du PPACI. Et il a vécu donc toute une série d'expériences qu'il a contenues dans un ouvrage qui est sorti depuis quelques temps. Mais on a voulu partager son expérience sur ce plateau-là, surtout qu'on arrive à un moment de l'année où, rappelez-vous, on a parlé d'élargissement de prisonniers, on a parlé de comment les gens vivent dans les conditions d'incarcération. Eh bien, il est avec nous pour parler de cela et évidemment commenter aussi l'actualité politique nationale. Très bien. Bonsoir, monsieur Quoi Justin. Bonsoir. Merci d'être avec vous. Merci. Mais André, permettez-moi de dire bonsoir à Daouda, que j'avais omis de vous saluer très cher. Bonsoir. Bonsoir Christelle, merci On s'était même pas de rendu donner compte. à tout Seigneur tout honneur. On s'en était même pas rendu compte. Ben, c'est pas bien grave. Mais bon, elle s'est rendue Très bien. compte. André, c'est pas possible. Alors, monsieur Quoi Justin, Cahier de prison, c'est votre œuvre et votre première œuvre. Tout à fait. Est-ce un livre de plus ou un livre de trop dans l'univers littéraire ivoirien, selon vous? C'est juste un livre pour décrire des réalités vécues. C'est des ni de plus ni de moins. Avec des photos à l'appui, des documents. Qu'est-ce que vous voulez laisser à la postérité avec ce livre-là, monsieur Quoi Justin? J'ai voulu retracer une histoire difficile, qui a été très difficile, pour que les uns les autres s'en imprègnent et qu'ils sachent comment les prisons sont organisées, comment les détenus survivent dans les prisons. Et j'ai voulu mettre tout cela dans un livre pour que l'opinion soit informée. Est-ce que, comme beaucoup d'autres politiques qui font des essais sur la perception de la société, une ambition, notamment en matière de gouvernance, est-ce que cet ouvrage de témoignage déjà est aussi un premier pas vers cette trajectoire? Si, absolument, c'est un premier pas. Il y aura d'autres ouvrages qui viendront après par la suite. Pour l'instant, celui-là retrace un peu notre histoire, mais pas mon histoire seule, parce que c'est l'histoire des Ivoiriens dans l'ensemble. Depuis 2011, avec les crises qu'on a connues, et puis les emprisonnements, les arrestations, les exils, ainsi de suite. Après ce livre, il y aura d'autres livres. Quoi, Justin, vous parlez justement du cahier de prison. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser avant de venir même au contenu du livre, quelles leçons vous tirez de ces moments passés en prison, justement? La leçon fondamentale qu'on tire quand on sort de la prison, c'est que la prison te permet de converser avec toi-même, de plonger en toi, de découvrir ce que tu as en toi, de classer les déchets qui sont en toi et de chercher naturellement à les corriger avec l'expérience de la prison, avec les détenus qu'on croise, les détenus de droit commun comme les détenus politiques.
avec les gardes pénitentiaires, tout ce qu'on croit. La prison est une communauté de vie. Donc ça nous permet... Tout à l'heure, vous avez dit les déchets qu'on a. Est-ce qu'aujourd'hui, quoi, Justin, lorsqu'il a fait le diagnostic de ces déchets-là, quels sont les déchets qu'il estime, il a vraiment vu comme déchets qui sont revenus dans cet exercice-là en prison? Le premier déchet, c'est la haine. Quoi que tu vives, n'est point de haine pour ton prochain. La prison te permet à te débarrasser de la haine. Parce que si tu veux te nourrir de haine, tu vas en vouloir à tout le monde. Et surtout, à ceux qui ont contribué à te faire incarcérer. Ben, quand tu arrives en prison, tu te dis que la cause peut-être que tu défends est tellement noble et que si elle doit te faire traverser du feu, il faut y aller avec de l'amour. Donc, le déchet comme haine, on s'en débarrasse et puis bon, on sabre d'amour pour avancer. Barry. Alors, monsieur Kwa Justin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes passé par la case prison. Globalement, comment expliquez-vous la vie au quotidien dans ces maisons de détention-là, quand on sait que la prison, à la base, c'est censé être une maison de rééducation? Vous, en tant que détenu, une personnalité politique et les autres détenus, comment est-ce que la vie se passe au quotidien? La prison est une autre forme de tombe. On est en prison comme si on était dans un casier à l'IVOCEP. Rien ne dépend de toi. Tout est dicté et c'est des conditions difficiles. Très souvent, c'est difficile de décrire ce qu'on vit en prison parce que c'est un peu difficile. On vous ouvre, j'ai répété une fois, on vous ouvre vos cellules à 9 h, on vous enferme à 15 h, et donc de 15 h à 9 h, vous voyez, vous êtes entassés les uns sur les autres dans une petite cellule. Et puis même quand vous ouvrez, vous avez un repas par jour. Et quel type de repas? Un petit gobelet qu'on vous sert pour que vous puissiez tenir toute la journée et toute la nuit. C'est des conditions difficiles, des conditions très difficiles. Les prisonniers vivent des conditions dramatiques. Il n'y a pas de soins. Quand ils tombent malades, il y a peu de soins ou il n'y a pas de soins? Non, il n'y a pas de soins parce que il devrait y avoir des médecins en permanence dans les hôpitaux. À la MACA, ça existe. Hein. Et ailleurs, comme Dembokoro, la prison de Dembokoro, où j'ai été, comme la prison des camps pénals, il n'y a pas de médecins en permanence. C'est des gens qui viennent une fois par semaine. Oui, donc il y en a peu. Ouais, une fois par semaine. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça fait que au camp pénal, vous enregistrez au moins 2-3 mois par jour. 2-3 mois par jour. Alors que ce n'est pas cette fréquence-là à la MACA. Voilà. Très bien. Daouda. Ok, merci beaucoup, M. Kwa Justin. Moi, je vais essayer d'entrer dans votre livre. Page 276, troisième paragraphe. Vous dites que Pascal Affi-N'Guessan semblerait être vraisemblablement un problème pour le FPI, pas que, mais un problème pour la démocratie. Poursuivant, vous dites qu'il n'a pas été capable de donner son, je paraphrase, hein, son hégémonie au FPI. Mais vu le contexte dans lequel Pascal Affi-N'Guessan se battait, avec certains cadres du même FPI qui ont dû aller créer l'EDS, est-ce que vous pensez qu'il pouvait créer cette hégémonie-là autour du FPI pour que le FPI soit homogène, comme vous le souhaitez? Voilà. Homogénéité. Voilà. Homogénéité, voilà. C'était son devoir en tant que président du FPI. C'était son devoir parce que pour ta gouverne, même la balayeuse d'ici, on lui jette des pierres. On la jalouse. Donc tu ne veux pas être président du FPI, un grand parti comme le FPI, et puis de ne pas enregistrer des jalousies de part et d'autre. Ben, c'est le président, par sa maturité, par sa grande responsabilité, qui fait en sorte que tous ses camarades se rassemblent autour de la vision commune et avancent pour atteindre cet objectif-là. Mais pour atteindre il n'a pas pu réussir ça. Il n'a pas pu réussir ça. Donc, il est le premier responsable de ces échecs. Mais pour atteindre cet objectif comme dont vous parlez justement, mais quand celui qui vous combat est le premier responsable même qui se retrouve à Scheveningen en Hollande, qui vous combat, parce que l'histoire a finalement fini par démontrer qu'il était combattu par Laurent Gbagbo, l'homme Laurent Gbagbo. Finalement, comment voulez-vous qu'il puisse atteindre cet objectif-là quand il est combattu par Laurent Gbagbo? Ça, tu fais moins de tes propres jugés. Et ça n'engage que toi. Le président Laurent Gbagbo était à la CPI. Il était dans un procès. Il était préoccupé à faire face à des juges internationaux. Il n'avait pas le temps de venir livrer des
des combats de basse-cour. Pourtant, il a eu le temps de signer des documents qui disaient clairement qu'il est le président du FPI. Il le revendiquait. Donc, vous voyez que ce que vous dites n'est pas juste, ce qui est Quoi. malheureux avec toi, Daouda, à chaque fois que je change... Bon, c'est pas bien grave. Je sais que vous aimez me jeter les Non, ce n'est pas des pierres. Ce qui est malheureux, c'est que tu dis des choses sans preuve. Tu dis des choses et tu les dis parce que tu as envie de les dire. Le président Laurent Gbagbo était préoccupé à sortir, à engager le combat de sa libération avec des juges, avec des personnalités qui voudraient l'aider dans ce sens-là. Le président Laurent Gbagbo n'était pas... C'est nous, militants du FPI, ayant constaté que M. Afinguessan nous entraînait dans les ravins, c'est nous qui sommes allés solliciter le président Laurent Gbagbo pour qu'il vienne et que sous son ombre, on puisse tous se rassembler. Sur ce sujet-là, merci, monsieur sur ce sujet-là, vous avez donné vos réponses, mais vous avez la discussion intéressante. On va revenir quand même au livre, mais en tout cas, ce qui organise l'écriture du livre. Quand un homme politique veut commenter l'histoire récente d'un pays, c'est un exercice qui est délicat. Parce que ça, ce n'est pas un travail qu'on devrait laisser aux scientifiques, laisser aux historiens qui auraient pu, justement, sur la base de ce que vous avez vécu et de leur perception de la réalité, me donner quelque chose. Sinon, là, justement, on voit bien qu'avec Daouda, vous ne vous entendez pas sur le fin mot de l'histoire. Est-ce que finalement, l'exercice d'un homme politique, ce n'est pas de parler de ses idées plutôt que de vouloir commenter l'histoire? Si, il est dans une société. L'histoire s'écrit dans une société. Il en fait partie. Et les perceptions sont différentes. Oui, mais c'est justement pourquoi je vous pose la question, parce que le caractère scientifique de l'histoire ne donne pas lieu à des interprétations. Alors qu'un homme politique, il est par essence partisan. L'histoire se nourrit des histoires. Ouais, voilà. Et les histoires s'écrivent avec chacun d'entre nous. Bien sûr. Et par chacun d'entre nous. Et c'est les histoires qui vont amener l'historien à dessiner le caractère scientifique de l'histoire. Parfait. Herman. Je passe par le livre. Personnellement, avec cette crise, c'est à la page 268, toujours de la crise au FPI. Avec cette crise parrainée et entretenue par la Ligue, j'ai eu la nette impression que nos aînés voulaient nous laisser en héritage un vaisseau fantôme comme parti politique. Mais quand vous dites cela, et tout à l'heure, quand on voit la corrélation que vous avez fait, quand on fait une corrélation avec ce que vous dites par rapport à Pascal Afinguessan, qui ne serait, parce qu'il est le leader principal, qui serait le premier responsable de l'homogénéité, s'il y a des problèmes, c'est à lui que ça revient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'échec de la gauche qu'on constate, où on voit qu'il y a un rassemblement qui est difficile à se faire, est-ce que Laurent Gbagbo, qui est le leader naturel de cette gauche-là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un échec qui devrait lui être imputé? D'abord, on n'enregistre pas l'échec de la gauche. Ça, c'est péjoratif. L'échec de la gauche, ça ne veut rien dire. Non, si vous voulez, je vous donne des faits. Okay. Aujourd'hui, on constate que, c'est vrai que vous allez évoquer les histoires de fraude et autres. Aujourd'hui, on constate que la Côte d'Ivoire, d'abord la gauche, toutes les entités de gauche, les lieutenants de Laurent Gbagbo ne s'entendent pas, ne se retrouvent pas. Ça aussi, c'est ça que j'appelle l'échec de la gauche. Aujourd'hui, on voit que tout le pays est plus ou moins orange et vert. Le bleu n'existe presque pas. Ça, c'est aussi l'échec de la gauche. Donc, une fois qu'il a donné ses précisions, il faut répondre, parce que c'est des éléments factuels qui vous soulèvent. Donc, je reviens pour dire que l'échec de la gauche, ça ne veut rien dire. Mais vous ne pouvez pas dire ça, parce que là, on voit... Oui, j'arrive. Les faits qu'il a donnés, quand même, sont probants. Il peut y avoir des échecs, mais on n'impute pas dans l'échec de la gauche. Et la gauche a une histoire. Ouais. Quand vous prenez Karl Marx et Bakounine, ils avaient des rivalités. Ce n'était pas une entente parfaite. Karl Marx en voulait à Bakounine sur certains points. Tout près de nous, quand vous prenez Jean Jaurès et Guédé Getset, il y avait des rivalités. Quand vous prenez même au PS, vous avez vu l'histoire du PS, il y avait des rivalités. La gauche a toujours connu des turbulences. Parce que ce qui est fondamental à la gauche, c'est les débats d'idées. C'est les débats d'idées. Et c'est la confrontation de ces idées qui dégagent la lumière et la conduite à tenir. Et donc, naturellement, fort de ces débats-là, il y a toujours des turbulences. Ici, en Côte d'Ivoire, tu me dis que les lieutenants du barreau ne sont pas là. Il y a eu la Côte d'Ivoire en orange, tout. J'ai dit sur cette antenne, sur ce plateau, il peut y avoir des divergences entre les acteurs politiques de la gauche, comme on voit. Oui. Il peut y avoir des différences, mais ils ne sont pas incompatibles. Quand ils sentiront que la nation
sera fortement en péril, comme ça commence à être le cas avec le RHDP qui est en train de confisquer toutes les régions et toutes les communes. Vous allez voir la gauche se rassembler. Ah, mais on ne gagne pas par la fraude. Je suis désolé. On ne peut pas gagner, on ne peut pas se réjouir d'avoir remporté des victoires par la fraude. Monsieur quoi? Voilà, c'est ça qui est la question. S'ils doivent gagner, ils gagnent proprement. Monsieur mais quoi? là, c'est la fraude qui a donné cette victoire à la RHDP. C'est votre point de vue et votre perception. Mais revenons sur un fait qui se passe justement à l'intérieur de votre parti avec l'élection de la présidente des femmes. Alors, Madame Hortense Louma-Seri a été donc élue présidente des femmes. Et il se trouve qu'après cela, il y a eu donc des petits bisbilles, il y a eu même une marche des femmes qui dénonçaient les conditions de cette élection. Est-ce qu'on peut en savoir davantage, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez la page, ça est dans le livre? Ce n'est pas dans le livre, mais on aimerait bien... Vous êtes membre du PPACI, ne me dites pas qu'on va parler simplement du livre. Est-ce que ça est dans le livre? Ce n'est pas du livre, mais vous nous faites un devoir. S'il vous plaît, on va convoquer... Oui, j'essaie. À d'autres occasions, ici, non pas à d'autres occasions, mais je pensais que c'était une page du livre. J'allais voir la page. Ce n'est pas une page de votre livre, mais vous êtes un acteur assez précis et non, je n'ai pas reçu mandat. Je n'ai pas reçu mandat de venir parler au nom du PPACI. Si vous nous dites que vous ne répondez pas à la question, on avancera. Je n'ai pas reçu mandat de venir parler au nom du PPACI. Très bien. Et donc, faites-moi l'amitié. Très bien. Très bien, on comprendra, on comprend bien. Alors, on va revenir au livre. Si vous ne voulez pas revenir sur ça, pas dans le livre, il faut qu'on revienne quand même à ce que vous avez dit, puisque ça, ce sont vos propos que vous avez tenus ici même et ailleurs. Parce que moi, ça me pose un problème de la démocratie. Tout à fait. Vous dites que le fait d'avoir gagné les élections par le parti au pouvoir, c'est de la fraude. Vous savez, je veux dire, est-ce que vous ne vous sentez pas, en tenant continuellement ce type de discours, sans une base scientifique, parce que c'est une perception, mais la base scientifique, c'est laquelle, quoi, Justin? Parce que c'est important. La faction qui est au pouvoir en ce moment avait déjà gagné les municipales en 2001, pendant que Laurent Gbagbo était au pouvoir. C'est quelque chose de factuel. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, aurait pu arrêter cette progression ou cette dynamique de ce parti en 2023? Peut-être c'est de ça qu'il s'agit. Mais se lancer dans une forme de déni, comme quoi, non, c'est pas possible, ils ont gagné, c'est la fraude. À un certain moment, la démonstration, on l'attend. Quoi, Justin? Très bien, je vous comprends, M. André, c'est normal ce que vous dites. J'ai été sur le terrain. Oui. J'ai fait campagne dans plusieurs localités. Et si les acteurs politiques du RHDP sont sérieux, avec eux-mêmes, ils vous diront que la fraude a contribué largement à leur victoire, par endroit. Par endroit. Je ne peux pas discuter, par exemple, d'Abobo. Oui. J'ai dit, naturellement, Kandia Kamara peut gagner à Bobo. Je ne veux pas discuter de Boundiali ou de Ferke ou enfin, ailleurs. Vous discuterez où, par exemple? Mais dans le Haut-Sandra. Ils n'ont pas gagné. Qu'est-ce que c'est la preuve, justement, que vous avez? C'est de ça qui parlait. Je dis, quand ils ont annoncé la victoire du RHDP à Bogué, qui est une commune... Bien sûr, Bogué, on connaît bien. Ouais. Toute la population de Bogué est sortie sur le goudron pour chercher qui a voté RHDP dans leur Est-ce que vous pensez que le vote étant secret, les gens vont vous dire qui ils ont voté? Non, je vais finir avec M. André, s'il vous plaît. Allez-y. Mais sa question est intéressante et vous n'avez pas répondu à la question. Oui, après, je vais revenir à sa question. Christelle. Voilà. Donc, c'est des éléments qu'on a. Et puis, on a discuté avec certains amis du RHDP qui ont réussi à nous avouer, par endroit, le mécanisme employé pour avoir ces victoires-là. Voilà, donc je pense que... Non, attendez, monsieur, non, on ne va pas passer là-dessus rapidement comme ça. Ce qui est en cause... Non, je vais finir ça. Non, vous allez permettez. Ce qui est en cause... Monsieur Kwa, Justin, vous dites ici, sur ce plateau, que vous avez échangé avec certains amis cadres du RHDP qui ont avoué, ou qui auraient avoué, qu'ils auraient utilisé une certaine technologie électorale pour avoir des communes. C'est ce que vous dites sur ce plateau. C'est exact. Ils le savent. Ils le savent. Non, mais... Quoi, Justin? Si vous avez une autre question. Justement, non, j'ai une autre question. C'est toujours la même question, mais si, en fonction de votre réponse, on ne va plus vous la reposer. Vous avez parlé, vous avez dit beaucoup de choses, sans doute intéressantes, qui traduisent votre perception de la réalité. Mais il y a une chose qui est claire. L'élection, quand même, c'est quelque chose de scientifique. Il y a eu une dynamique d'un parti politique à l'époque qui s'appelait RDR. Je vais revenir là-dessus, qui a gagné en 2001. Laurent Gbagbo et tous les autres partis étaient là. Avec tous les leviers du pouvoir. Avec tous les leviers du pouvoir en 2001. Comment vous pouvez aujourd'hui analyser ça froidement, si ce n'est de nous dire que c'est que de la fraude? Parce que de 2001 à aujourd'hui, sans doute que ce parti a progressé. Et pourquoi? Mais vous nous dites que c'est que la fraude. Instamment, on ne peut pas avancer dans le débat politique. Non, j'ai compris ça, M. André, j'ai compris. Comment vous justifiez le fait qu'on ait enregistré près de 2 500 000 à 3 millions de personnes sur la liste, et ces personnes-là ont ni père ni mère, et ces personnes-là, une seule personne peut se retrouver avec
50 enfants, 65 enfants. Comment vous enregistrez? Comment vous justifiez ça? Monsieur quoi, est-ce que vous ne faites pas en fait preuve Comment vous de... justifiez ça? Yopougon, par exemple, excuse-moi, Yopougon, tu as parlé de Yopougon. Yopougon, par exemple, il y a eu 67 000 inscrits sur la liste électorale. On ne savait pas d'où ils venaient. Mais est-ce que vous on ne sait pas qui c'était. Est-ce que vous ne vous Et on prévalez termine pas, sur le sujet. est-ce que vous ne vous prévalez pas là de vos propres turpitudes dans la mesure On où revient au bouquin. le président de la CEI a appelé à ce que tous les partis politiques aillent au contentieux. Comment ça, les irrégularités dont vous parlez, vous pouvez aller les dénoncer pour qu'on les retire de la liste. L'avez-vous fait? En lieu et place, qu'est-ce que vous avez fait? Je peux répondre? Allez-y. Ce qu'on demande, c'est l'audit de la liste électorale. Non, sur ces sujets, n'ayons pas de passion. Non, aucune passion. Soyons froids et factuels. Sur ces sujets, n'ayons pas de passion. Ok. Vous savez, nos institutions, certaines institutions sont en difficulté, dont la CEI. Du fait de qui? Je peux vous répondre? Allez-y. Dans la CEI. Ce qu'on demande au président de la CEI, c'est d'autoriser l'audit de la liste électorale. Et vous allez voir qu'on a près de 3 millions d'Ivoiriens inscrits, ou bien 3 millions d'inscrits sur la liste qui ne doivent pas être sur la liste. Très bien. Donc ça, c'est votre Vous comprenez un lecture, peu? on a compris. Et si on n'audite pas la liste, Ouais. on va poursuivre les autres élections avec cette liste Et avec toujours le même tronquée et challenge. truquée. Donc, le Et point- puis on va... Le Ça sera point la bataille du RHDP. le point d'attention pour vous, et Christelle va repartir avec nos camarades, c'est que vous dites qu'il y a un point d'attention sur la sincérité de la liste. Christelle. C'est clair. Là, il a le mandat du PPS. Oui, il a le Non, non, mandat, le c'est selon citoyen. les jours payés. Le Il est citoyen, citoyen qui est bon, oui. d'accord. On ira sur cet angle-là. Herman a une question pour vous. Je J'ai une pense dans le question. livre. Oui, je viens au livre. Hein. Ici, il a traité dans le chapitre 7 du patriotisme de Blé Goudé Charles. Bon, j'ai l'impression, peut-être qu'il parle de ses échecs. Je ne sais pas s'il met en cause ce patriotisme de Blé Goudé Charles. Il dit son premier échec sera la fuite de Blé Goudé. Donc sa fuite. Pourquoi fuir son devoir quand le danger est imminent? Pourquoi abandonner son leader et son peuple quand la menace est aux portes de la nation? Vous estimez que le patriotisme de Blé Goudé est étriqué? Non, Blé Goudé, c'est un patriote. On ne peut pas faire l'injure à Blé Goudé. Mais là, votre bouquin, Oui, puisqu'on oui. en parle. Ben, il a pris un morceau. Le bouquin, c'est une continuité. mais Ce n'est pas essayez des de- morceaux de- qu'on a Expliquez-nous un Expliquez-nous. peu. Oui, ben, oui, je suis là pour expliquer, Voilà, M. Daouda. Blé Goudé Charles, en 2002, toute activité cessante, C'est ça. il est venu au secours de la nation. Et il a mobilisé toutes les énergies pour que nous nous solidarisions derrière les institutions de la République. C'est ça. Il a fait jusqu'en 2011. Malheureusement, en 2011, l'escalade de violence a augmenté d'un cran. Je dis, et c'est ça que tu viens de lire. Bien sûr, on Quand comprend on bien. est patriote, défenseur d'une cause qu'on juge noble, quelle que soit la menace, on ne se dérobe pas. Donc face au canon, vous auriez voulu que Blé Goudé offre sa poitrine. Savez-vous que face au canon, Babou Laurent était à sa résidence? Savez-vous que face au canon, vous me posez une question, je réponds. Savez-vous que face au canon, Jean-Jacques Béchaud, paix à son âme, était à la résidence. Madame Brogrebe Geneviève était à la résidence. Face au canon, Madame Simone Gbagbo était à sa résidence. pour Tous Herman, les allez-y. proches- Attendez. Non, j'ai une question pour le relancer. Ils Assure ça Oui, Non, tous les mais- proches de Laurent Gbagbo n'étaient pas tous À la résidence. Il y en a qui sont partis même bien avant Blé. Et pourtant, aujourd'hui, ils font partie de l'entourage de Laurent Gbagbo. Pourquoi vous en faites le reproche à Blé Goudé alors que les Je fidèles ne fais pas de Gbagbo- reproche à Blé Goudé. Je fais une lecture pour dire, quand la menace était aux portes de la nation, Blé n'était pas là. Alors que Blé, Qu'est-ce que cela veut Blé dire pour avait vous? été... Blé avait été le leader Attends, principal Ouais. qui a mobilisé aussi bien les jeunes que les femmes, les Ivoiriens dans leur ensemble, au combat pour la protection des institutions de la République. Donc, en c'est même là temps- que Quand les la mathématiques... menace est imminente, C'est là que les mathématiciens vous pas disent que sérieux. lorsque vous prenez tous ces éléments-là, qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que vous voulez faire penser, laisser voulez sortir, vous doutez de son patriotisme? Lorsque Jamais. vous dites Mais cela, c'est quoi l'objectif en ressortant cela l'objectif c'est de façon qu'on historique? assume ses convictions, advienne que pourra. Et en même temps, quand vous dites ça, Donc, on peut comprenez un peu. analyser. Donc, Herman, on assume ses Blé convictions, n'assume pas ses Attendez. convictions, advienne que pourra. pourra. Quelle que soit la menace, quelles que soient les Non, épreuves, non. quelle que soit Ah non, la mais- difficulté. monsieur quoi Quand vous Peut-être êtes qu'on doit engagé terminer dans un là-dessus. combat On doit terminer noble, là-dessus. vous On doit restez. terminer là-dessus, mais sur Blé Goudé, Et il On peut se continue, poser la en question de toute savoir- franchise, le fainéantisme politique a gangréné le jeu politique. Et c'est dans le même chapitre. Oui, mais non, ça, mais c'est sur pas- Blé ça, c'est pas Goudé, Blé, ça, c'est pas vous Blé, ne Charles pouvez Blé pas. Goudé. Enfin, vous Ça, ne c'est pas pouvez pas. Blé Goudé. C'est une question qu'on va vous poser. Quand même, pour terminer vraiment sur ce sujet, il nous reste vraiment 2 minutes. Comment faire un reproche à ce dernier qui sort quand même de dizaines d'années d'emprisonnement?
avec Laurent Gbagbo. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, votre ouvrage apparaît quand même d'une dureté sur quelqu'un qui vient de vivre quand même dans les mêmes conditions que Laurent Gbagbo. Je suis désolé. Hein. L'ami, il s'est orienté sur les échecs. Il n'a pas lu au préalable. Ouais, vous savez, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Tout le bien qui a été dit sur Blé Goudé. Ouais. Hein? Tout le bien qui a été dit sur Blé Goudé. Très bien. Il aime la politique. Barry, peut-être vous pose la dernière question et on termine. Tout acteur politique, dans sa démarche, comme dans sa marche, enregistre des échecs. Et le citoyen doit pouvoir les analyser. Mais vous ne reconnaissez même pas vos échecs. Tout à l'heure, on vous dit la gauche a échoué. Vous dites non. On vous dit qu'il y a des problèmes avec le les RHDP femmes. a gagné parce que le RHDP a une meilleure dynamique que vous. Vous dites non, c'est la tricherie. Anyway. L'enseignement, vous, un jeune politicien, vous êtes totalement dans le déni. Parce qu'à un moment, on peut analyser froidement notre échec et chercher à faire progresser nos concitoyens. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit à Koumassi, on a perdu. D'accord. Je dis à Bobo, on a perdu. Mais dans plusieurs autres endroits, le RHDP a triché. Très bien. Vous parlez du haut, ça s'en et là, on ne peut pas ouvrir le débat, mais allons-y, Barry. Vous n'avez pas de preuves, ma Monsieur, moi, je n'ai pas de preuves. Monsieur il y a 67 000 qui sont enregistrés frauduleuses sur la liste électorale. Monsieur quoi? Oui, monsieur Barry. Page 29. Je vois là une photo. Est-ce que c'est une photo authentique? Page 29. Oui. C'est après, on s'est rendu compte que ce n'est pas authentique. Voilà, parce que j'avais déjà vu la photo. Maintenant, est-ce que partagez-nous et à nos téléspectateurs l'histoire de cette photo. La fameuse photo de Gbagbo prise avec un élément de la garde républicaine, l'ex-garde républicaine. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre le livre de quoi j'étais en doute, vu cette photo? Mais cette photo a été montée par le service de communication du RHDP. Donc, il faut mettre le RHDP en doute. Non, mais quand vous l'utilisez... C'est eux qui ont monté cette photo. D'accord, donc on est d'accord. Au moins, vous avez reconnu que vous vous êtes fait tromper. Vous accusez le RHDP, ça c'est bon. Mais on va terminer sur une chose. Vous nous dites, ça c'est pour terminer, vous nous dites dans le livre, vous ressortez comme étant animé de moins de haine. Mais ce n'est pas ce qu'on a constaté lors des dernières élections. Ah ben. Oui, vous avez fait une déclaration concernant des origines en impliquant, par exemple, la présidente du Sénat, Kandia Camara, en impliquant Adama Bictogo. Est-ce qu'on a encore besoin de dénoncer nos adversaires à travers la question des origines? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui où nous en sommes? Si moi j'étais gagné, que je suis devenu ivoirien, qu'est-ce que ça change dans l'approche de la politique pour mes concitoyens en fait? Se sont-ils sentis frustrés? Non, c'est moi qui vous pose la question. Je ne suis pas là pour se parler, moi je vous pose la question. Ça change quoi qu'André Bois ait été gagné hier et qu'aujourd'hui il est ivoirien et qu'il aspire à participer au bonheur des Ivoiriens? En quoi est-ce que c'est un argument politique? Ça change quoi également si quoi rappelle simplement qu'André Bois a été gagné hier et qu'aujourd'hui il est ivoirien et qu'on doit l'applaudir? Ça ne change rien. Sauf que ce n'est pas ce que vous avez dit. Je voulais vous dire. Non, l'histoire est là, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous m'avez envoyé une ok. J'ai répondu à ça. Ça ne change rien si M. Koua rappelle que M. André Bois a été gagné hier qu'aujourd'hui, il a acquis la nationalité. Ça ne change rien. Au fond, ça change beaucoup. Est-ce que je voulais dire? Ça change beaucoup, vous le savez. Vous savez pourquoi on a des problèmes en Côte d'Ivoire ici? Oui. Parce que les politiciens ou les hommes politiques ou les journalistes fuient les vrais débats. Mais en quoi est-ce que ça, c'est un vrai débat? C'est la question que je vous pose. J'arrive. Aujourd'hui, oui, l'un des sujets importants que nous devons débattre, la place de l'étranger en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un sujet important. Alors, je peux finir. La place de l'étranger en Côte d'Ivoire. Oui. On n'a pas dit qu'on est xénophobe. On n'a pas dit qu'on va rejeter les étrangers. Oui. On dit quelle est la place de l'étranger. À un moment donné en France, en 1989, il y a eu ce débat-là. Ce n'est pas nouveau. Il y a une nouvelle loi sur l'immigration. Voilà, il y a une nouvelle loi. Il faut prendre des lois là. Pour que l'étranger aujourd'hui, vous, un parti de gauche, vous qui êtes de gauche, vous êtes en train de citer une loi que toute la gauche conteste en France, mais le ciel nous tombe là-dessus quand vous dites ça. C'est même pas cohérent. Je vous comprends. Je dis, en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas ailleurs. Mais pourquoi vous parlez d'un texte que la gauche même annule? C'est ton collègue qui a parlé des textes. D'accord, bon, ok. Ton collègue, il est reçoit de ses dires. Très bien. Je dis, en Côte d'Ivoire, il y a des sujets importants que nous devrons avoir l'honnêteté et le courage d'aborder, entre autres, la question des étrangers. Mais pourquoi vous liez ça à quelqu'un qui est ivoirien? C'est la question qu'on vous pose. Il n'est pas étranger puisqu'il est ivoirien. Et vous-même, vous le reconnaissez. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de le rappeler qu'il était étranger alors qu'il est ivoirien? C'est vous qui polluez le débat. Mais quand on le rappelle, est-ce que lui prend ça comme une injure? Il prend ça comme une injure. Moi, je suis un analyste, je ne suis pas porte-parole. Voilà. Mais là, je dis, vous êtes journaliste, monsieur. Il finit, je vais intervenir. Vous êtes journaliste. Et je dis,
il faut qu'on ait le courage d'aborder certains sujets importants. Oui. La question des étrangers en Côte d'Ivoire. Quelles lois, quelles règles pour sécuriser et pour laisser les étrangers s'épanouir. Il faut qu'on soit corrigé. Deuxième chose, Oui. nos institutions. Il y en a des trop. Et si on ne fait pas d'analyse sérieuse et pertinente, on va gaspiller l'argent du contribuable ivoirien à payer des gens Très qui bien. passent leur temps à être oisifs. Très bien. C'est tout ça qu'il faut régler. On a entendu ce sont deux de vos idées, malheureusement. C'est vrai que c'est super passionnant de pouvoir parler avec vous à travers cet ouvrage. Cahier donc de 400 prison. pages de volume. En tout cas, vous avez essayé, vous aussi, de laisser à la postérité votre témoignage dans un ouvrage. C'est déjà encouragé. Il faut que beaucoup d'hommes politiques comme ça essaient justement de laisser sur la place des ouvrages qui permettent de comprendre ce qu'ils ont vécu et le sens de leur action. En tout cas, merci. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, à parler avec passion de notre très chère République. Merci. On vous retrouvera sans doute très, très, très bientôt. Il y a un sujet qui passionne aussi nos concitoyens. On voulait quand même en parler. C'est le sujet du sport. Quoi, Justin, sans doute, nous retrouvera ensemble pour qu'on parle de sport, parce que, évidemment, quand on parle de sport, la passion dépasse évidemment les clivages politiques. Très bien. C'est Jean-Louis Gasset qui a sorti sa liste, une liste sur laquelle il y a des noms qui manquent et certains reviennent. Comment vous analysez tout ça? On en parle maintenant. Voilà. Alors, ça fait du bruit, André, sur la toile. Le joueur de Galatasaray ne figure pas sur cette liste de notre entraîneur, Gasset. Et on s'interroge, D'accord. et on va s'interroger avec les Ivoiriens. A-t-il bien fait ou non de ne pas le positionner? Est-ce que cela nous sera préjudiciable? Dans tous les cas, ce que nous cherchons, c'est la coupe. Bien. Alors, Herman et Daouda, sur ce coup-là, ont des positions différentes. Moi, j'aimerais commencer par vous, Daouda. Alors, on commence déjà par Gasset, le cas Gasset, avant de rentrer sur les différentes lignes, gardien de but, défenseur, milieu, attaquant. Est-ce qu'il y a des personnes en forme? Est-ce qu'il y a d'autres qui ne... Enfin bref, commençons par le cas Gasset. Certains estiment que même quand un joueur n'est pas peut-être, n'a pas le caractère qu'il faut, il faut essayer d'aller avec lui tout doucement, négocier et puis voilà, essayer de l'avoir parce qu'il est important pour le jeu. Daouda, qu'en pensez-vous? Bon, est-ce que l'entraîneur aurait... Moi, je vois qu'il y a une grosse polémique sur la question parce qu'il faut mettre le pied dans le plat déjà. C'est Wilfried Zaha qui n'a pas été sélectionné par le sélectionneur Gasset. Moi, je comprends la position de Gasset. Parce que déjà, il faut se dire... Je le comprends pourquoi? Parce qu'il est le manager de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il est le sélectionneur. Et en tant que sélectionneur, il opère ses choix. Parce que déjà, la FIF, la Fédération ivoirienne de football, lui donne un cahier des charges. Il a un objectif à atteindre. Donc, s'il estime que Zaha ne peut pas lui permettre d'atteindre ses objectifs, il est libre de le prendre ou ne pas le prendre. Maintenant, à la suite, à la fin de la compétition, on va tous en tirer des leçons. Mais moi, je ne souhaiterais pas qu'on voue aux Gémonies l'entraîneur, le sélectionneur Gasset pour avoir opéré des choix. On a vu en France Didier Deschamps opérer des choix. Il y a eu l'écartement des cantonats en France, l'écartement de Anelka en France, l'écartement de Benzema. La mise à l'écart. Si vous voulez, la mise à l'écart de tous ces joueurs, mais le ciel n'est pas tombé sur l'équipe de France. Malgré même que certains joueurs avaient été écartés, ça n'a pas empêché la France de remporter. Écoutons Barry, hein, écoutons Barry avant de venir Herman. Bon, déjà, il faut dire que tout choix des sélectionneurs est subjectif. Voilà, les critères sont subjectifs. Il choisit des joueurs selon les objectifs qu'il veut atteindre. Donc, moi, je suis pour qu'on laisse l'entraîneur qui a la pression, qui doit produire un résultat. Et chaque fois qu'il y a une liste, il y a toujours des polémiques parce qu'il y a 30 millions de coachs. Mais quand vous prenez même les plus grandes sélections, Daouda a cité la France. Mais moi, je vais citer le Brésil, par exemple. En 2002 et en 1998, Romario, qui n'était pas un joueur quelconque, qui était la grande star de l'époque avec Ronaldo, a vu son nom retiré de la liste. Et je me souviens qu'en 2002, certains Brésiliens ont menacé de mort l'entraîneur s'il ne gagnait pas le mondial. Et Scolari est allé au mondial, il a gagné son trophée. Et Wilfried Zaha, moi, je ne le juge pas, mais pour avoir suivi sa carrière, il a quand même ce côté un peu entre griffes.
un problème de discipline parce qu'il avait eu son cas à Manchester United avec le coach de l'époque, David Moyes, qu'il avait mis à l'écart pour une question de discipline. Et à Crystal Palace aussi, il y a des matchs où Zaha a eu des écarts de conduite sur le terrain. Mais je ne dis pas que c'est pourquoi on l'a écarté. Mais moi, je pense que Gassé est là pour une mission. On est à 3 semaines de la CAN. Même s'il appelait Zaha, il fallait retirer quelqu'un d'autre. Et là, certains trouveront qu'il n'avait pas le droit de retirer. Il y en a qui ont réclamé la sélection de Gervinho, par exemple. Donc, Zaha, M. Gassé, a un objectif, c'est la coupe. Il faut qu'il nous la rapporte. Maintenant, Merci, je Barry. salue aussi la sélection d'Amani Lazare. On en viendra sur les différentes voilà. lignes. Herman Aboua, ils ont dit qu'il y a de l'indiscipline. Les propos également du président de la Fédération ivoirienne de football, et évidemment, il a renchéri sur le choix de l'entraîneur en disant, voilà, s'il y a des joueurs qui ne peuvent pas être dans les rangs, je paraphrase, il est d'accord que l'entraîneur ne le sélectionne pas. Quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Bon, moi, là-dessus, le problème de Zaha a commencé, je crois que c'est lors d'une sélection où il devait venir, et d'un jour d'écart, il voulait venir le lendemain du jour indiqué, selon le calendrier suggéré par son staff dans son club, et que Gassé a dit que si les joueurs tous ne venaient pas ce jour-là, et puis il ne l'a pas appelé par la suite. Moi, je pense que ce n'est pas le fait, on ne dénie pas le droit à Gassé de faire sa sélection. C'est les éléments de langage qu'on utilise lorsque on veut peut-être commenter l'aspect, la question sur de la mise à l'écart d'un joueur. Aujourd'hui, amplifié même par le président de la FIFA, aujourd'hui, il n'a pas dit de non, mais il a dit il a sorti certains mots qui ne sont pas élégants. Lesquels, par exemple? Aujourd'hui, là, Zaha, là, il est jeune, peut-être qu'il a peut-être une crise, comme on peut le dire, crise de jeunesse, ça peut lui passer, c'est leur enfant. Non, attends, juste une minute. Vous n'êtes pas Zaha a d'accord? une trentaine d'années pour un footballeur professionnel, ce n'est pas un jeune. Il a une dizaine d'années d'expérience. Ce que je veux dire, Voilà. c'est qu'il a quand même... Est-ce que lorsqu'on l'appelle en sélection et qu'il arrive, il ne fait pas le job? Est-ce qu'il n'a jamais été décisif dans cette équipe? Aujourd'hui, ce qu'on dit là, c'est que Zaha, on l'a mis à l'écart. On a appelé Pépé. Pépé qui n'a pas joué les 3 à 4 derniers matchs qu'on a eus. Aujourd'hui, on l'emmène. Est-ce qu'il y a... Zaha, non plus, hein. Je parle de Pépé. Mais Zaha, il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Oui, mais je veux dire qu'il y a eu par plusieurs fois, Pépé, il a eu une mise en berne avant même que ces 4 derniers matchs. C'est pourquoi on ne l'a pas appelé. Mais Zaha, il a toujours été décisif lorsqu'il venait ici. Dans le choix des hommes, un entraîneur peut choisir la qualité de son groupe en fonction de l'état d'esprit. Il a besoin d'un groupe sain et homogène. Il n'a pas besoin de joueurs qui vont venir lui casser les pieds en pleine sélection. Oui, mais donc, il c'est la première fois. On a eu des joueurs. Eric Bailly n'est pas On a eu des joueurs, c'est Fofana que vous avez rappelé. On a eu des rappelé. Herman, je vais revenir. On a eu des joueurs à l'époque Oui. qui n'étaient pas, voilà, qui étaient des casse-têtes aussi pour des entraîneurs. Il y a eu des joueurs où les entraîneurs disaient oui, ils sont compliqués. On a eu Ben Badi, on a eu Sekou Kila, par exemple. C'était des joueurs qui étaient toujours, voilà. Il y a aussi d'autres joueurs historiquement qui ont été écartés pour indiscipline dans d'autres sélections. Eric Cantona et autres. C'est une question que je pose. Est-ce qu'avec ces joueurs, avec Abdoulaye Traoré par exemple, est-ce qu'avec ces joueurs-là, les entraîneurs de l'époque n'ont pas managé pour l'objectif de la CAN, on est encore ici, parce que les autres États, je me dis, ont un objectif de victoire. Mais la Côte d'Ivoire a un double ou triple objectif. On lui permet de répondre. Barry? Christelle, chaque entraîneur a ses méthodes. Il y a des entraîneurs qui savent gérer les égos des joueurs, c'est leur spécialité. Quand vous prenez un monsieur comme Ancelotti, c'est quelqu'un qui est dans l'humain. Okay. Quand vous prenez quelqu'un comme Guardiola, mais il s'en fout de l'humain. Il est pour le résultat. Tu ne rentres pas dans son plan de jeu, il te dégage. Très bien, merci. Il s'engage. Merci Barry pour cette, on va dire, tirade sur justement le sélectionneur, l'entraîneur, parce qu'au cœur de tout ça, c'est la confiance qu'on doit avoir dans les choix du sélectionneur, parce que de toutes les façons, c'est lui qui est là, la liste est là, et bien c'est celle-là qui va représenter la Côte d'Ivoire. Ben voilà, sans plus, et on ne dira pas plus un mot. Tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. La coupe doit rester chez nous. Tout à l'heure. Nous cultivons l'éclectisme dans cette émission, vous le savez, tous les sujets donc, ont droit de citer. Nous avons parlé de politique et de façon quand même assez houleuse, vous en êtes bien rendu compte. Et puis, nous avons décidé de parler un peu de sport. Ça a été aussi un lourd débat, comme disent les jeunes.
Et là, nous allons enchaîner avec deux autres actes assez importants. On parlera d'abord de rêve, d'écriture, de passion, de littérature. Et puis, on recevra justement des représentants du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, du service civique, accompagnés justement du directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat, donc du ministère du Commerce et de l'Industrie. Voyez-vous, tout ça fait que cette émission est plébiscitée par vous-même. Merci encore de le faire. Christelle, notre jeune autrice est avec nous. Ah, c'est une vraie découverte. Hein. Exactement. Elle se nomme Ashley Abois. Bien de parenté, n'est-ce pas? Avec Herman. Pardon? Si, si. C'est des lointains parents. C'est des lointains parents? Pas du tout. Pas du tout, Ouais, ouais, bizarre. très bien. Alors, Ashley, vous êtes auteur et vous nous sortez Iceberg. Exact. C'est un livre, on va dire c'est un polar, n'est-ce pas? Un polar, exact. Un polar, qui n'est pas très répandu dans les consciences africaines, de faire des polars. Pourquoi vous choisissez ce style d'écriture, Ashley? Honnêtement, j'ai commencé à écrire, j'étais juste inspirée par une histoire, par Paul. Je suis partie d'un nom, après m'est venue une idée d'harcèlement. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à entrer dans une histoire un peu de polar, de thriller. Mais ce n'était pas du tout téléguidé ni prévu à l'origine. Oui, Barry? Pourquoi le titre Iceberg? Iceberg, en réalité, je l'oublie parfois trop souvent, mais c'est ma sœur qui est à l'origine de ce titre. Après l'avoir lu la première fois, elle a fini de lire le livre et on cherchait un peu un titre. Et elle a dit Iceberg. Alors, Dans vous lui avez le- demandé quand même Pourquoi iceberg, c'est quoi? Mais justement, Qu'est-ce que ça évoque? elle m'a dit, mais iceberg, après avoir la première lecture, elle s'est dit, mais ça représente parfaitement l'impression que j'ai eue en lisant ce livre. L'impression de mystère, de personnes qui cachent leur objectif, de faces cachées. Ou encore, l'iceberg, la face visible, Exact. pourrait être expliquée par ce qui se passe dans la partie invisible. Est-ce que c'est l'angle? Parce que la partie invisible est plus lourde, elle est plus profonde, elle est plus enfin, présente en termes de masse. Et la partie visible, c'est vraiment tout petit. Exact. Alors, est-ce que ça veut dire, justement, est-ce que cela pourrait dire que ce que vous cachez peut-être, est-ce qui définit l'intérieur? C'est ma vision de la chose. Est-ce que ça va dans votre sens? Oui, ce qui est caché définit totalement l'intérieur. Ce qui est caché définit en tout cas les personnalités des personnes, mais ce qui est caché définit également ce qu'ils souhaitent montrer. Puisque Iceberg, c'est également des personnes qui cachent leur jeu. Des personnes qui cachent leur jeu dans un jeu d'apparence et qui choisissent de ne montrer que des choses précises. Herman? Et moi, je pense que Iceberg, si on demandait à l'auteur de nous dire en quelques mots, en quelques phrases, c'est quoi ce polar? Il y a quoi dans ce polar? C'est quoi? C'est quelle histoire? Quelle histoire Faut pitcher La un trame, peu. en fait. De l'épisode. Ok, d'accord. La trame, c'est une journée, plutôt une demi-journée, 8h, 20h. Un homme, Paul, un homme simple, en apparence, vie simple, famille simple, mais il se fait harceler depuis 1 an. Vous avez été inspiré par 24 heures chrono? Pas du tout. Inspiré par un manga. OK. Donc, il se fait harceler depuis 1 an et il décide, pendant cette journée-là, à l'aide d'une personne qui a été enlignée par son ami, de retrouver qui le harcèle. Et donc, tout se passe très vite puisque on ne suit pas que lui. Ça suit un peu les codes du thriller puisque c'est des intrigues qui se croisent. Donc, celle de Paul et celle également d'autres personnages. Parce que quand on parle parfois on parle de polar, il y a une idée comme ça sur... parce qu'on est souvent fasciné par les grands bandits, on aime raconter leur histoire. Est-ce qu'il y a une idée comme ça qui vous... Clairement. Paul, je suis un peu passionnée de true crime. Donc, true crime, c'est tout ce qui entoure les tueurs en série, etc. Donc, ça m'a un peu guidée pour le personnage de Paul, mais également, effectivement, les grands bandits, puisque, comme il est indiqué dans la 4e de couverture, il y a un peu la mafia, un peu sur la Juste une petite question. Juste l'imaginaire, justement, de l'écrivain veut souvent rentrer dans la tête du tueur en série, sur ce qui se passe et comment... Et c'est ça qui vous... J'ai regardé des millions d'interviews de tueurs en série, justement. Ah, d'accord. Pas du tout lié à ce livre, c'est juste parce que ça me passionne. Mais au final, on le sent un petit peu quand on lit mon livre. Moi, j'ai adoré la série avec Dexter. Vous voyez qui c'est? Oui, je vois, c'est la série, mais malheureusement, je ne l'ai pas vue. Celui qui était censé arrêter les criminels, mais lui, il était aussi un tueur en série. Mais enfin, c'était trop bien fait. J'oublie le titre. C'est Dexter, je Dexter, crois. c'est Dexter. Dexter. Oui. Herman a une question? Je vous amène à la page 131. D'accord. Je dis, quand on a découvert qu'un ami est menteur, de lui, tout sonne faux, alors même c'est vérité. En quoi est-ce que cette maxime, selon Jean Guéroudou,
que vous citez résume ce chapitre 9, justement? Parce que justement, une personne est démasquée. Dans le chapitre 9, je ne vais pas en dire plus pour ne Il faut pas lire, c'est ça. gâcher l'intrigue. Mais une personne est dévoilée, effectivement. Est-ce que dans cet ouvrage, parce que vous avez dit avoir lu des heures de témoignages de Tueurs en série. tueurs en série, est-ce que vous arrivez de rentrer en contact avec des policiers qui puissent vous aider un peu, vous orienter? Honnêtement, non, je ne suis pas allée jusque-là. Je ne suis restée que sur les podcasts, les interviews que j'ai eues à ma disposition. Mais puisque je ne voulais pas non plus en faire un ouvrage de tueur en série, puisque je l'ai écrit que par inspiration de ce qui me traversait. Donc, c'était vraiment pas lié à mes passions. Non, Barry, d'abord, je pense qu'il n'a pas posé de question. Alors, vous avez écrit un polar, comme vous venez de le dire, mais quand on suit un peu la lecture en Côte d'Ivoire, généralement, les gens sont plus intéressés par les romans ordinaires ou par... les romans à l'eau de rose, comme on les appelle. À l'eau de rose, comme on appelait le titre. J'oublie un titre là. Harlequin. Mais vous, Ouais, Harlequin, voilà. Ouais. Vous n'avez pas peur de ne pas être lu ou de ne pas être comprise à travers votre ouvrage? Pour moi, les romans à l'eau de rose, il y en a beaucoup. C'est un peu du vu et du revu. Il y a beaucoup d'auteurs qui proposent des choses qui sont... Parce que vous sortez des sentiers battus, indiqués pour les femmes, en fait. Exactement, Voilà. parce que déjà, c'est pas ce qui m'inspirait particulièrement, puisque on écrit ce qui nous inspire. Bien que je me suis déjà essayée à écrire des romans à l'eau de rose que je n'ai jamais terminé, justement, puisque ce n'était pas vraiment un genre qui me correspondait. Donc, en sortant des sentiers battus, je pense que j'affirme plus ce que je suis et ce que j'ai envie de retranscrire. Ashley Aboua, licencié en droit des affaires, double master. Oui. On peut se demander d'où est-ce que vous avez eu cette culture pour l'écriture, cet amour, cette passion pour l'écriture? Passion pour l'écriture, mon frère, qui écrivait depuis qu'on était très jeune, donc 3 ans mon aîné, donc un peu un surdoué dans l'écriture. À 6-7 ans, il écrivait déjà des choses, des livres, etc. Donc, par esprit de vouloir le faire comme lui, j'ai commencé à écrire dans ces conditions-là. Et également cadre familial, donc mon père lui-même écrit. Voilà. Est-ce que ça peut être la leçon de l'ouvrage? Nous oscillons entre le bien et le mal. Nul n'est totalement innocent, nul n'est totalement coupable. On sort de cet ouvrage comme ça, sans être tranché dans, j'allais dire, dans l'enseignement global. Tout à fait. Puisque même si, au final, toutes les choses que les personnes font, bien ou pas bien, ont toujours une raison positive ou négative, mais en tout cas, on ne peut pas définir le monde comme étant quelque chose de gris ou de noir ou de blanc. Il y a toujours dans des nuances de gris. Et c'est vraiment ce qui est retranscrit dans Asile. Très bien, merci beaucoup. Ashley Aboua, la jeune licenciée en droit qui est justement bardée de diplômes, était avec nous pour nous présenter son ouvrage Iceberg, un ouvrage que vous pourrez retrouver très rapidement sur les plateformes et puis en librairie. Cela va être une nouvelle expérience pour vous, expérience de polar, rentrer dans son univers à elle. Ashley, merci, on vous retrouvera évidemment, on espère, dans les grands salons de littérature, etc. Merci beaucoup pour présenter votre ouvrage. Merci d'avoir reçu. Que vous dire, les amis, un programme de soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes en Côte d'Ivoire a été lancé la semaine dernière. Enfin, comment la semaine dernière? Cette semaine, c'était jeudi. C'était jeudi, le programme, justement, a incubé, pardon, c'est le mot à peu près, et le lancement a eu lieu donc ce jeudi par les soins de 3 ministères, accompagnés par leurs partenaires techniques et financiers, le PNUD. Aujourd'hui, on reçoit 2 des personnes parties prenantes de ce programme. Le directeur général de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'artisanat du ministère du Commerce et de l'Industrie est avec nous. Et puis, Sida Issif, qui lui est conseiller technique au ministère de la promotion de la jeunesse, sans oublier le nom justement de notre directeur. C'est bien Yao Sidver Conan qui est avec nous. Merci d'être avec nous, messieurs. Je commencerai par monsieur le directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat. C'est un grand projet qui a été lancé donc le jeudi dernier pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Pour ces jeunes-là qui n'y étaient pas, peut-on rappeler un peu la trame de ce qui va se passer pour eux? C'est quoi ce projet au fond? Merci Christelle, merci. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Ce projet, c'est le projet de soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes. Ce projet est porté par 3 ministères, le ministère du Commerce et de l'Industrie,
le ministère en charge de la jeunesse et puis le ministère en charge de la formation professionnelle. Et ces 3 ministères le font avec l'appui du PNUD, du Programme national jeune pour le développement. Alors, ce projet vise à permettre aux jeunes de pouvoir innover. Alors donc, on va leur apporter un ensemble d'éléments. Il y a 4 composantes. On va leur apporter, on va leur renforcer leurs capacités sur le plan de développement, sur le plan citoyen. D'accord. On va également les enseigner sur la culture entrepreneuriale et puis sur le leadership transformationnel. On va également les incuber. Et c'est pour cela que les pôles d'innovation entrepreneuriale qui ont été installés... Le fameux PIE. PIE, voilà, les PIE qui sont installés dans les lycées techniques, lycée technique d'Abidjan et puis également au lycée professionnel de San Pedro, Korogo qui est en cours de mise en œuvre. Ils seront incubés et puis également, on va également leur permettre d'avoir un ensemble, on va les accompagner, coordonner et puis faire le suivi pour que ces jeunes, les idées qu'ils ont, puissent être mises en œuvre à travers les accompagner pour avoir des prototypes et puis éventuellement les accompagner avec tout le dispositif que l'État a mis en place, avec le GUD, avec le système de financement de l'AEJ, pour pouvoir financer leur projet et pouvoir également démarrer. Et je veux rester avec vous, s'il vous plaît. Est-ce que votre cible est déjà atteinte ou les jeunes, c'est maintenant que vous allez essayer de les rassembler et comment vous joindre? Comment on s'inscrit de façon triviale? Je veux participer, je fais comment? Notre cible n'est pas atteinte, notre cible est en développement. Pour participer, il y a une plateforme que nous avons développée. C'est une plateforme qui est logée sur le site de l'AEJ, mais cette plateforme, le lien pourra être partagé sur au niveau des différents ministères qui sont concernés également, au niveau de tous les acteurs du gouvernement, également au niveau du PNUD. Les jeunes peuvent s'inscrire et quand ils s'inscrivent, ils pourront avoir accès au processus. Ils vont passer par les différentes formations et puis éventuellement, les meilleures idées pourront être développées et également recevoir l'appui. On a dit les jeunes, les jeunes, les jeunes. Il y a un ministère qui s'en occupe et vous êtes de ce ministère, M. Sylla Issif. Alors, comment le ministère de la Jeunesse reçoit justement ces demandes pressantes d'entrepreneuriat des jeunes et comment vous essayez d'adresser la question? Oui, merci, M. André. Votre question, n'est-ce pas, m'amène à situer le projet dans son contexte. Il faut indiquer que chaque année en Côte d'Ivoire, il y a une masse critique, en tout cas, de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Précisément, c'est entre 300 à 400 000 jeunes qui sortent de notre système de formation qui arrivent sur le marché, en tout cas, de l'emploi. Mais force est de constater qu'il y a environ moins de 100 000 jeunes, d'accord, qui sont observés par le secteur privé formel, mais également par la fonction publique. C'est ça. Donc l'entrepreneuriat apparaît, n'est-ce pas, comme un outil stratégique à l'effet, n'est-ce pas, d'aider les jeunes à s'insérer durablement sur le tissu économique. Et là, l'AEJ, qui est présentée, évidemment, qui est une grosse machine, parfois on cherche du petit boulot, des choses comme ça. Ça, quand même, c'est un projet structurant. On voit qu'on va rentrer justement dans une autre étape en matière de prise en charge justement des demandes des jeunes en la matière. Oui, absolument. Au-delà du fait que l'entrepreneuriat, comme on l'a indiqué tantôt, est la solution, n'est-ce pas, à l'emploi des jeunes, je veux rappeler également que, comme vous le savez bien, le président de la République a décidé de dédier 2023 comme étant l'année de la jeunesse. Mieux, il a décidé que soient installés, en tout cas, des incubateurs d'entreprises basés sur l'innovation, à l'effet, n'est-ce pas, de catalyser l'esprit créateur, les jeunes créateurs, en tout cas de nos jeunes, et également d'accélérer le développement des startups. Donc, le projet vient à nommer, après nommer, à l'effet, n'est-ce pas, de permettre les jeunes de pouvoir disposer des outils qu'il faut, à l'effet, n'est-ce pas, de mettre en place certaines entreprises innovantes. Daouda. C'est bien, vous parlez d'incubation, mais il va falloir qu'on en parle clairement parce que moi, j'ai toujours eu un problème en Côte d'Ivoire avec les projets d'incubation venant du gouvernement. D'accord. Parce qu'on veut incuber les jeunes entrepreneurs pendant que nous-mêmes qui les formons, qui voulons les incuber, on a un costume, cravate, 3 pièces, taillé souvent même sur mesure. Nous-mêmes, on n'a jamais eu d'assiette de gnomi, mais on veut entraîner des gens à faire de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça va se faire concrètement? Oui, comment ça va se faire? Comme monsieur le DG l'a indiqué tout à l'heure, il faut indiquer qu'il y a 4 phases dans le processus, en tout cas dans le parcours du jeune. Il faut indiquer que la première phase de ce projet, c'est l'incubation. L'incubation permettra, n'est-ce pas, aux jeunes de former les jeunes à la culture entrepreneuriale, former les jeunes au développement civique, former les jeunes, n'est-ce pas, à l'éducation financière. Il faut également noter que nous avons la chance, n'est-ce pas, en 2021, de visiter
la station F de Paris, qui est le plus grand incubateur de start-up au monde. Nous nous sommes Xavier inspirés. Niel, hein. Bien, tout à fait. Nous nous sommes inspirés, en tout cas, de ce modèle entrepreneurial de la station CF. Et justement, cela nous permettra de pouvoir ajuster, en tout cas, tout ce qui n'a pas marché. Donc après, n'est-ce pas, la phase d'incubation qui permettra de former les jeunes, tout ce que nous avons dit, il y a la phase, n'est-ce pas, d'accélération qui permettra, n'est-ce pas, après d'avoir formalisé les idées d'entreprise des jeunes, de permettre aux jeunes de disposer, en tout cas, des financements à travers les banques commerciales, à travers également les guichets de financement de l'agence d'emploi jeune. Mais le directeur, il est là. Ok. On les forme comment? Qui les forme? Parce que la question, elle est réelle. Oui, C'est la même question que j'avais. D'accord. Les points, les curricula de formation D'accord. pour ces jeunes-là sont très importants puisqu'ils détermineront comment est-ce que le secteur privé sera dans 5 ans, 10 ans. C'est cela. Quels seront les curricula et le qui? J'ai ouï dire qu'il y aurait des expertises extérieures. Est-ce que vous comptez associer des expertises ivoiriennes qui sont légion? Oui. Merci beaucoup. Vos questions permettent de relever un ensemble d'éléments. Vous savez, le gouvernement a créé le GUD PME. Oui, tout à fait. Le guichet unique de développement des PME qui a une holding et puis 2 filiales, Côte d'Ivoire PME et la Société de garantie PME. Côte d'Ivoire PME fait de l'incubation depuis longtemps, à travers Dream Factory, qui est son incubateur. Et Côte d'Ivoire PME fait beaucoup d'encadrement. Donc tout ça, c'est un peu à Abidjan. Tout ça, c'est à Abidjan. La différence va arriver. Voilà. L'objectif, c'est d'arriver à Couvrir déployer le territoire. Voilà, le territoire. Et nous devons faire la phase prendra 7 incubateurs dans le pays. Et la phase de passage à échelle nous permettra d'avoir des incubateurs dans chaque district. Vous allez poser la question. Je vais vous arrêter sur les 7 parce que les Ivoiriens, là, ils nous regardent et se disent, bon, on a dit, OK, 7, c'est où? Est-ce qu'on peut les connaître très rapidement avant la prochaine question? Bien sûr. Nous avons d'abord Abidjan, lycée technique. Nous avons San Pedro, lycée professionnel de San Pedro. Nous avons Korogo, qui est en cours. Nous avons Yamoussoukro. Nous avons Daloa. Nous avons Adzopé et puis le 7e... Bandoukou. Voilà. Très bien. Alors, vous-même, vous avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur, que ce n'est pas la première initiative d'incubation au niveau du ministère. Concernant les autres incubations que vous avez eu à mettre en place, quels résultats statistiques on peut tirer de ces incubations? Je veux dire en termes d'entreprise ou de start-up créées. Comment toutes ces initiatives qu'on a pu observer depuis ces dernières années ont, comme il a dit, ont impacté justement l'écosystème. A apporté un changement dans la vie de ces jeunes-là? Oui, effectivement. Vous savez, les incubations qui sont faites permettent d'avoir des jeunes qui commencent leur activité. On les incube, c'est-à-dire qu'on les prend en charge pendant un moment et puis après, ces jeunes sortent pour pouvoir, de l'incubation pour pouvoir travailler. Le problème, c'est que les résultats en termes, sur cette année, Côte d'Ivoire PME a encadré plus de 25 000 entreprises. 25 000. Plus de 25 000. Et on le fait, mais les résultats qu'on a, c'est des jeunes qui travaillent, mais ce ne sont pas que les jeunes, puisque la Côte d'Ivoire PME incube quasiment toutes les PME. Mais ici, l'objectif que nous voulons atteindre à travers ce projet, c'est de mettre l'accent sur les jeunes. Qui est jeune? Les jeunes, monsieur le directeur général. si on prend la définition de l'Union africaine, les jeunes, on est jeunes qu'à 35 ans. Jusqu'à 35 ans. Mais en Côte d'Ivoire, à cause des crises qu'on a connues, le gouvernement a repoussé l'âge à 40 ans pour pouvoir bénéficier des différentes prestations de l'AEJ. Alors, quand vous prenez le dernier recensement du général de la population et de l'habitat, vous avez 75,6% de notre population, c'est-à-dire des 29 millions que nous constituons, qui ont moins de 35 ans. Et si on repousse la barre à 40 ans, on est à près de 80%. Alors, c'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé que l'année 2023 soit consacrée à la jeunesse. Et également, c'est la raison pour laquelle ce projet-là cible la jeunesse. On va permettre à Herman de vous relancer là-dessus. Moi, je pense que lorsqu'on fait, c'est vraiment un bon projet, hein, c'est-à-dire qu'avoir fait les incubations pour l'innovation et autres. Ailleurs, on sait que les gens ont des objectifs bien précis. Ici, quelles sont les espérances de l'État, justement? Est-ce que la Côte d'Ivoire, sous peu, à moyen terme ou bien à long terme, on va voir des jeunes ici qui vont nous construire des bateaux, parce que je constate qu'on reste toujours sur ce que, généralement, aujourd'hui, les gens sont portés sur des applications, parce qu'ailleurs, c'est ce qui est fait. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des projets dignes
vraiment qui vont donner un certain niveau à nos pays que de rester là oui, le point des à champions surfer nationaux, par exemple. sur ce qui était déjà fait. Effectivement, l'objectif, c'est de faire des champions nationaux. Le champion national se fabrique depuis l'école primaire. On inculque aux jeunes la culture entrepreneuriale. C'est pour cela qu'introduire l'entrepreneuriat dans les curricula de formation dès le primaire est important. Ensuite, tout au long de la vie. Je vous donne un exemple simple. Quand vous prenez les différents pays, les pays les plus développés sont les pays qui sont de grands pays d'innovation. Tout à fait. Vous avez en 2022 la Chine qui avait plus de 1 700 000 brevets déposés. Les États-Unis viennent en deuxième position avec le tiers, et puis vous avez le Japon et l'Allemagne. Quand vous prenez les pays africains, dans le top 5, vous avez l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, et dans le top 5, la Côte d'Ivoire est 5e avant le Sénégal. Pour un PIB pour la Côte d'Ivoire de 70 milliards de dollars en 2022, contre 28 milliards de dollars pour le Sénégal en 2022. Alors, il y a des initiatives. Quand vous partez à l'INPHB, il y a un Fab Lab qui a été créé. Vous avez des choses qui sont faites, des prototypes qui sont faits. Alors, comment faire en sorte à démultiplier ces capacités des jeunes pour qu'on puisse avoir davantage de projets, davantage Installer ces fabs-là, par exemple, dans les écoles. Voilà. Parce que celui de Yamoussoukro, moi je l'ai visité, il est parfait. Il pousse à l'innovation, les jeunes créent des choses. Mais si on les démultiplie et on arrive à faire des STEM, par exemple, dans les écoles, on pourra, in fine, pourquoi pas détrôner ces pays-là qui ont démarré avant. Vous voulez réagir là-dessus? Oui, justement, je voulais compléter pour dire qu'effectivement, il faut noter que les dépenses en 2021, en termes de PIB, sur la question de recherche et d'innovation, c'est de 0,02%. Voilà, c'est assez faible. Au regard, n'est-ce pas, des normes au niveau de l'Union africaine qui est de 1%, et au niveau de l'Union européenne qui fait, je veux dire, 3% environ. Donc, pour dire que c'est sur la base de cela que le gouvernement a décidé, en tout cas, de travailler à mettre assez de ressources, à l'effet, n'est-ce pas, de développer toutes les initiatives en matière d'entrepreneuriat. Je veux également compléter pour dire que c'est pourquoi, justement, le mois dernier, il y a eu le lancement du statut du jeune étudiant entrepreneur. C'est ça. De sorte, n'est-ce pas, à permettre aux étudiants depuis les universités de pouvoir... Et là, sur ça, le ministère l'a fait conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur. Avec l'enseignement supérieur. Oui, absolument. Là, vous êtes avec le commerce. Donc, ça travaille beaucoup en synergie sur oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la synergie d'action. Je veux dire, il y a au-delà des 3 ministères dont le DG vient de parler, on a le ministère également de la digitalisation et de l'économie numérique, le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, c'est tous les ministères, je veux dire, qui travaillent dans l'écosystème entrepreneurial. Donc, sur ce projet-là, par exemple, rapidement, le jeune étudiant ou l'étudiante en cité qui veut donc ouvrir, être formalisée, elle a un pôle où elle peut s'inscrire sur les campus? Oui, absolument. Les premiers pôles, je veux dire, qui ont été installés, c'est au sein des lycées techniques et professionnels. Mais là, par la suite, pour passer à l'échelle, les prochains pôles qui seront installés, ça sera au sein des universités. Notamment au niveau de l'université de Korogo, au niveau de l'université de Boaké, de Daloa et de Bandoukou. Et c'est quand? Oui, je veux dire, en 2023, sur la base des ressources disponibles, nous allons installer crescendo les différents pôles. Très bien. En tous les cas, vous nous dites que bientôt, toute la Côte d'Ivoire, quand vous parlez de passage à échelle, nous, simplement, à la maison, nous, on comprend que toute la Côte d'Ivoire va être occupée par les techniciens qui peuvent prendre tout de suite un jeune, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on dise « Ah, il faut que j'aille à Abidjan parce que je dois construire mon entreprise. » Donc, partout en Côte d'Ivoire, l'objectif, c'est d'étaler cette expertise pour l'ensemble de nos concitoyens. En tout cas, nous vous remercions d'être venus nous apporter un peu d'éclairage sur ce programme de soutien, ce projet de soutien à l'innovation entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter que hier, les 3 ministres impliqués ont lancé en tout cas officiellement le projet. Le site internet en tout cas est disponible, c'est www.agenceemploijeune.ci, dont nous appelons, n'est-ce pas, tous les jeunes en tout cas de la Côte d'Ivoire à profiter de cette belle opportunité qu'offre en tout cas le gouvernement. Merci, M. Sila Issif. Vous étiez accompagné donc, de M. Yao Silver Conan, docteur de son État, mais là, aujourd'hui, vous êtes le directeur quand même du projet. Oui, directeur national du projet. Ouais, merci beaucoup d'être venu, messieurs. Monsieur le directeur général de la promotion des PME de l'artisanat, merci d'être venu. Monsieur Sila, merci également. Vous êtes conseiller technique au ministère de la promotion bien cela. De la jeunesse et de l'insertion
Professionnel. Professionnel, voilà. Et du service, c'est important. civique. C'est cela, oui. Excusez-moi, je suis en plein, voilà. C'est la dernière émission de l'année. l'année. C'est la dernière émission de elle l'année, peut, voilà. Donc, on a eu beaucoup de plaisir d'être en votre compagnie. Projet important qu'on va suivre avec vous. Merci beaucoup. Notre émission est terminée. On a eu beaucoup de plaisir depuis la reprise, André, d'avoir été en votre compagnie. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir sur ce set-là, sur ce plateau, avec vous dans cette émission, pour ce projet-là. Live TV, c'est un projet aussi. C'est ça. Tous les jours qui est là, grandissant. Merci de m'avoir accueilli. On espère mieux faire encore, faire encore beaucoup plus en 2000. Vous faites le porte-parole, Herman, en disant qu'on espère mieux faire, c'est-à-dire que nous, c'est tous les techniciens qui travaillent. Je vois qu'ici, parfois, j'ai envie de lui donner un petit coup, un petit cocotin, comme on dit. L'attente de l'autre. Oui, voilà. Abou, tous les autres qui sont là. Sly aussi. Sly. Et moi, je pense aux justement, les maquilleuses, oui, les différents réalisateurs qui travaillent sur cette émission, Edwige, Eliane, qui n'est plus là, beaucoup d'autres qui ont participé à la mise en œuvre de cette émission. Et puis, on n'oublie pas que cette émission a commencé en 2023 avec Brissano, parce que, voilà, qui était là, et toute l'équipe. Élisée qui est malade, à qui on fait un gros coucou. Et Maï et Raïs, racistes, qui travaillent au déroulé à chaque fois. Nos fans, ceux qui nous suivent. Mais on en arrive. Manasseh Karamoko, Titi Elon. En fait, on en arrive. Dominique Yaba. Dominique Yaba. Mais on en arrive. Mais on te donne les noms. Mais je les Paul Kofi. Très bien. Merci à vous tous de rester fidèles à ce programme. On continuera de parler de la Côte d'Ivoire telle qu'on l'aime, telle qu'on veut la voir transformée. Et c'est l'objectif de ce plateau. Venez ici, autorité, merci de revenir pour une deuxième fois, monsieur le directeur. Surtout. Venez expliquer aux Ivoiriens, nous sommes redevables à nos concitoyens de ce que nous faisons. Donc, il faut venir parler et c'est le Grand Talk qui vous offre cette opportunité. Voilà, et cette émission donc, est la dernière de la saison. On se retrouvera l'année prochaine. Nos vœux les meilleurs pour vous. Santé, prospérité. Prospérité, je vais ouvrir les braquettes, beaucoup d'argent. Voilà. Des CFA, des euros, des dollars, enfin bref, tout ce qui est monnaie dans le monde qui puisse vous permettre de pouvoir mettre vos familles à l'aise et vous aussi être à l'aise. Du franc guinéen. Et puis ce qu'on espère aussi, c'est beaucoup d'un sac. Mais vous êtes terrible jusqu'à la fête. Je suis détendue. On espère la coupe. Toi, on va t'envoyer à Lagos. On espère la coupe. Merci et voilà l'année prochaine. Merci, au revoir. Et que Dieu nous bénisse. Bye bye. Au revoir.